moment où, par exemple, au moment où je rentrais à la maison, le téléphone a sonné, par exemple, hein, d'accord? Comme qui est synonyme du au moment où, depuis que, alors là c'est un petit peu différent parce qu'au moment où c'est une simultanéité d'un instant, si on veut, d'un moment justement, comme le mot l'indique. Alors que depuis que est quelque chose, une action beaucoup plus longue. Depuis que je suis à la retraite, j'ai repris les travaux manuels, par exemple. D'accord? Et puis, lorsque qui est synonyme de quand, et quand vous le connaissez, pendant que, ben, ça, le mot l'indique tout seul, et tandis que est déjà plus raffiné, mais vous le connaissez certainement. La chose importante est que il faut savoir que tous ces mots, alors qu'au moment où, etc., entraînent l'indicatif ou le conditionnel. Ça, c'est important. Alors, vous avez des exemples. Pendant que je travaillais, il écoutait la musique. Ensuite, vous avez l'antériorité. Antériorité, c'est-à-dire l'action de la phrase, principale, a lieu avant celle de la subordonnée. Ça va, c'est pas difficile, hein? Et les mots que vous utilisez, c'est avant que plus ne explétif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, avant que je ne parle, elle était déjà partie. Quand je dis avant que je ne parle, et c'est une chose que vous pouvez rencontrer souvent de la part des Français, parce que ça fait partie d'un système. Ce n'est pas une négation. Ça ne se traduit pas et ça ne se comprend pas par une négation. Avant que je ne parle est une phrase affirmative. Et prima che io parli, giusto? Ok. Non me lo tradurre prima che io non... Scusate, il telefono di casa. Sì? Sì, chi è? Beh, amore, è proprio necessario, sto facendo lezione. Ok, ok, ci sentiamo più tardi. Ciao, ciao. La fille. Alors, avant que je ne parle, non si può tradurre prima che io non parli, cioè non è così, è prima che io parli. Ce ne, on l'appelle ne explétif parce que en réalité, il fait une sélection dans le discours, d'accord? Mais il n'est pas négatif. Si vous l'entendez, vous ne devez pas l'interpréter comme une négation. Puis vous avez en attendant que, ça c'est facile, jusqu'à ce que, ho dimenticato di mettere la virgola, scusate, c'è una virgola, jusqu'à ce que, virgola. Jusqu'à ce que, et ça semble quelque chose d'extrêmement compliqué, mais vous pouvez le rencontrer très souvent. Jusqu'à, en réalité, peut s'utiliser tant pour une expression de lieu qu'une expression de temps. Par exemple, je vais jusqu'au bout de la rue ou jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu fasses, vous entendez, nous utilisons le subjonctif,
Je ne pars pas. D'accord? Jusqu'au moment où, qui est la même chose. Jusqu'à ce que, jusqu'au moment où, dit la même chose. Vous pouvez utiliser l'un comme vous pouvez utiliser l'autre. Le mode, donc, est le subjonctif. Vous avez les exemples. Rangeons la maison avant que les invités n'arrivent. Vous voyez le n'arrive. D'accord? Il a attendu jusqu'au moment où le train est arrivé. D'accord? C'est clair? La postériorité, la postériorité, c'est l'inverse de l'antériorité, c'est-à-dire que l'action dans la subordonnée a lieu après. Hein? C'est-à-dire, oui, en chat, c'est la subordonnée a lieu après l'action de la principale. Par exemple, après qu'il eut tout mangé, la principale arrive, il dormit profondément. Les subordonnants sont après que, aussitôt que, dès que, depuis que, quand et lorsque. Vous utiliserez le subjonctif, vous voyez, indicatif ou conditionnel. OK? Donc là, vous n'utilisez donc pas le subjonctif. Attention, lorsque plusieurs subordonnés circonstanciels sont coordonnés ou juste apposés, le subordonnant de temps peut être repris par que. Je ne sais pas si en italien c'est la même chose, ça ne me vient pas à l'idée, mais lorsque vient la nuit et qu'on voit apparaître la première étoile, les troupeaux regagnent la ferme. C'est pas lorsque vient la nuit et lorsque vient apparaît la première étoile, non. C'est lorsque vient la nuit et que on voit apparaître la première étoile. On utilise le que pour éviter la répétition de la subordonnée de temps. Bon, après vous aviez les exercices. Vous avez des questions à me poser avant? Non, c'était assez précis. Non, lorsque c'est la même préposition pour la simultanéité, pour la postérité, lorsque c'est la même préposition. Oui, oui, c'est la même. Elle peut être utilisée dans les deux cas. OK. OK. Ça va? Oui. Alors, on va aller aux exercices. Oui. Complétez les phrases suivantes par une subordonnée circonstancielle de temps en respectant la consigne donnée. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation. Il faut exprimer une antériorité, c'est-à-dire une action l'antériorité. Nous devons compléter. Oui, vous devez compléter. Donc, l'action de la phrase a lieu avant l'action de la subordonnée. Hein? Oui. D'accord? OK. Alors, on y va? Oui. Enrico, vas-y. Non, Enrico, sinon metti il microfono enregistré. Oui. Les habitants du village ont lutté contre l'inondation avant que la rivière déborde. Avant que la rivière déborde. Oui, par exemple. Ça va? Ça va, je dirais Merci. ça va. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui, bien. Alors, on continue. Concetta. Et la première phrase? Non, la deuxième. La deuxième. Nous irons faire du ski
Après que la neige s'arrêtera, nous irons tout faire du ski. Après que la neige s'arrêtera, nous irons tous faire du ski. Sì. Ok. Oui. Dès que nous serons arrivés à la montagne, Pardon? nous irons tous faire du ski dès que nous serons arrivés à la montagne. Oui. Oui. On peut aller? Oui, oui. Merci. La Fiorella, tu me fais la C? Ton micro, Fiorella. Fiorella? Non, le micro, le micro. No? Non può mettere il microfono. Credo che non si stia attivando. Fiorella, se non riesci ad attivarlo, cioè riesca e rientri. Vabbè. Adesso ecco, c'è. ecco, adesso No, è attivo. scusa Muriel, io passo perché sono molto fuori posto come attrezzatura. Va bene. Ascolto. Ok, d'accordo. Allora, Francesca De Molla. Micro. Ok, merci. Okay. Le public retenait ses émotions, simultanéité. Tandis que l'acrobate faisait le triple saut périlleux, le public retenait ses émotions. Ah oui, tout à fait. Très bien. Ok. Elena, tu me fais la suivante. Non dimenticatevi di togliere il micro, ma non dimenticatevi neanche di accenderlo. Vai Elena. Mon ami cherchera un appartement après qu'il est arrivé. J'entends mal. Mon ami cherchera un appartement après qu'il arrive. Après qu'il arrive è brutta sta frase. Après qu'il soit arrivé. Mon ami cherchera un appartement ou après son arrivée. Tu peux aussi le mettre avec le nom. Après son arrivée. D'accord? Ok. Adèle. C'est la troisième fois que je cherche d'entrer. Je sens un peu immersion de ton discours et puis la connexion disparaît. Je suis désolée. Mais moi, je t'entends très bien, Adèle. Ah oui. J'espère qu'il continue. Comment? J'espère que la connexion résiste. Oui, on est à la phrase E. Il a ouvert les fenêtres de la maison et exprimé la simultanéité. Les fenêtres de la maison. Quelle est la phrase E? E muet. Et. Il a ouvert. Oui. Voilà. C'est la dernière phrase de le premier exercice. Du premier exercice. Oui. Du, pas de le. Oui. Je le dois lire. Tu dois me créer une suite en exprimant la simultanéité. Je l'ai fait. Il a ouvert les fenêtres de la maison quand un souffle de vent a déplacé les rideaux. Il a ouvert les fenêtres de la maison quand un souffle de vent a déplacé les rideaux. Oui, ça peut. Quelqu'un d'autre? Francesca, tu peux m'en faire une autre? Francesca, non accendi il microfono.
Moi o Oui. Luigi? Non, Francesca, Luigi. Sì, Alors, Ah. sente, il a ouvert les fenêtres de la maison au moment où il avait chaud. Aveva Oui. caldo. au moment où il a eu chaud. Il a eu chaud. Questo è tipicamente femminile, una vampata di caldo. Ouvert les fenêtres de la maison. On passe à l'exercice numéro 2. Alors, faites une seule phrase complexe comportant une subordonnée circonstancielle de temps avec les phrases syntaxiques proposées. Alors, Maxime a fêté l'événement avec tous ses amis. Il a été choisi pour participer aux Jeux Olympiques. Alberto. Le micro. Alors, dès qu'il a été choisi pour participer aux Jeux olympiques, Maxime a fêté l'événement avec tous ses amis. Très bien. Parfait. Comme d'habitude. Toujours modeste. Laurie. Il se dépêche de rentrer au port avant que la tempête se lève. Parfait. Toi aussi, parfait, comme d'habitude, Laurie. Dai. Simona. Simona. Oui, oui. Oui, oui. Louise a acheté une belle voiture. Elle a obtenu son permis de conduire. Louise a acheté une belle voiture. Après, elle a obtenu son permis de conduire. Ma no, generalmente io la compro dopo aver avuto la patente. Dis-moi un peu. Non, 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 ça va pas cette phrase. Fais-moi quelque chose de mieux. Après, dopo. Juste après. Alors, dai, dis-moi, rifais-moi la phrase, Simona. Et je pense qu'après, Oui, lui mais a acheté une belle voiture après qu'elle a obtenu son permis de conduire. Est-ce qu'on dira Louise a acheté une belle voiture après qu'elle a obtenu son permis de conduire? Louise a acheté une belle voiture. On dira après qu'elle ait obtenu son permis de conduire. D'accord? Bien. Maintenant, j'appelle i bollini che sono sotto. Elena. Ma sœur est tombée malade après avoir mangé des fruits de mer. Très bien, parfait. Ma sœur est tombée malade après avoir mangé des fruits de mer. Effectivement, on peut utiliser après avec l'infinitif. Après avoir, après, disons, avoir mangé. OK? C'est bien, c'est très bien. Très bon exemple. Maintenant, j'appelle Mimma. Alors, les applaudissements éclatèrent dans la salle quand la vedette se présenta sur scène. Oui, oui, c'est bien. Maintenant, j'appelle Adriano. Alors, les souvenirs affleuraient à ses mémoires. Il entra dans ses maisons d'enfance. Les souvenirs affleuraient à son mémoire. Après, il entre dans sa maison d'enfance. Alors, les souvenirs affluèrent. Les souvenirs affluèrent à sa mémoire. Après qu'il soit entré dans sa maison d'enfance. C'est compliqué avec après. Quand il entra dans sa maison d'enfance. Voilà. Quand vous n'êtes pas toujours sûr, utilisez les formes plus simples
et quand il entra dans sa maison d'enfance, ça va très bien. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Ma date del monsieur. La féminilité en a pris plein son grade, là. Alors, ceci dit, bien, très bien. Maintenant, discutons sur la phrase. La phrase que je vous ai donnée, vous voulez que je vous la relise? Oui. Alors, je vais la prendre. Et la phrase était « Comment se fait donc une vie ?» Comment se fait une vie? Quelle est la part des circonstances, de la nécessité, du hasard, des choix et des initiatives du sujet? OK? Donc, il y a quelqu'un dans votre groupe qui m'a envoyé son texte et évidemment, ça ne dépend pas seulement, ce qui ressort toujours, c'est que ça ne dépend pas seulement de nous, c'est vrai. Mais quand on dit que nous sommes libres de choisir, ceci ne signifie pas que si nous choisissons, tous les obstacles s'évanouissent. Non, les obstacles sont là. L'important, c'est de choisir en connaissance, disons, en essayant de penser, d'évaluer le plus possible les obstacles, en sachant que notre choix souvent va comporter des renonciations. C'est difficile de choisir, parce que ça veut dire aussi renoncer, choisir. Mais c'est inévitable. Et puis aussi, réussir la chose la plus importante, c'est réussir à assumer le choix. C'était un petit peu l'enseignement de Sartre. Assumer son propre choix, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai choisi, je dois aller jusqu'au bout et faire avec ce qui arrive, qui soit les choses que j'avais pu prévoir, qui soient aussi les choses qui n'étaient pas possibles de prévoir, mais je serai un homme libre, ce que disait Sartre, seulement lorsque je serai capable d'assumer les circonstances, le choix, etc. Donc, évidemment, la phrase, c'est une phrase de Simone de Beauvoir, donc elle est directement à l'école de Sartre. Sartre était son professeur de philosophie à l'université parce qu'elle était plus jeune que lui. Et évidemment, on y retrouve l'idéologie de l'existentialisme de Sartre. Hein. C'est évident. Il y a eu des fois, disons, il y a eu les raisons des disputes entre Sartre et Camus, vous connaissez aussi Camus, les disputes entre Sartre et Camus étaient que Camus était un petit peu plus tolérant, un peu plus possibiliste, alors que Sartre est très déterminé et laisse peu d'espace à des possibilités. Vous avez peut-être lu de Camus L'étranger. Lo straniero di Camus. Non l'avete letto? No, pas lui. È un classico, è per quello che ve lo dico. Allora, Camus. Dans L'étranger, qui est un très joli livre, il y a beaucoup de poésie. L'action se déroule sous le soleil de l'Algérie.
Au bord de la mer, nous avons ces descriptions aussi des sensations de chaleur, disons que Camus arrive très bien à rendre. Dans ce livre, la scène est que Meursault, le personnage principal, qui est un Français colon, c'est-à-dire ce qu'on appelait les Français de souche, non pas les Français de nationalité, mais Français de souche, c'est-à-dire il était Français de souche, c'est-à-dire il était descendant d'une famille de colons au moment de la colonialisation de l'Algérie. Exactement comme était Camus. Camus était un Français de souche, c'est-à-dire il descendait d'une famille de colonisateurs. C'était son arrière-grand-père, le premier, qui était arrivé en Algérie. Et il y a eu cette, disons, et ça remonte à la fin 1700, début 1800, la colonialisation de l'Algérie. 1800. Et donc, ce Meursault apprend la mort de sa mère. Sa mère est décédée dans une maison de retraite. Il a été à son enterrement un petit peu déphasé, je dirais. Et quand il rentre, les amis l'attendent sur la plage et lui demandent comment il va, etc., etc. Et lui, il dit, il va bien. Meursault est le typique garçon, disons homme, parce que c'est un homme, le typique homme qui a toujours dédié sa vie à faire ce que les autres s'attendaient de lui. Il a toujours fait les choses que sa mère attendait de lui pour ne pas la contrarier. Il a une fiancée, elle s'appelle Marie. Et il fait toujours les choses que Marie s'attend de lui. Marie, on a des scènes où Marie lui dit, tu veux te marier avec moi? Il lui dit, oui. Il dit, mais elle lui demande, mais tu es content? Non, ben, ça ne change rien pour moi, que je me marie ou je ne me marie pas. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il le subit. Il le fait parce qu'on s'attend de lui, la société s'attend de lui. C'est un employé modèle au travail parce qu'il fait exactement tout ce que son chef peut désirer. Il va au-devant des désirs des autres. Il est très rationnel, apparemment, très rationnel, je dirais très rationnel, très pragmatique. Ce jour-là, il fait très très chaud. Il est midi environ, c'est-à-dire l'heure du déjeuner. Il y a presque personne dans les rues parce qu'il fait trop chaud. Et il voit qu'il a un de ses amis qui a un revolver dans sa poche. Et il a peur que l'ami fasse des bêtises. La chaleur réchauffe les esprits, etc., etc. Donc, il prend le revolver de l'ami et se le met dans sa poche pour épargner à l'ami de commettre une erreur. Et il part, il marche le long de la plage. Il décrit cette démarche fatigante dans le sable, les pieds qui s'enfuient, le soleil qui tape, le soleil qui l'éblouit, il perd, disons, il voit mal. Vous savez, quand le soleil est très fort et que la vue est offusquée. Et il voit un Arabe qui faisait partie d'un groupe d'Arabes qui avait tenté de se disputer avec eux avant. Il voit cet Arabe, c'est comme ça qu'il l'appelle, l'Arabe,
et il le voit bouger et la chaleur, il comprend plus rien, il a encore la chemise qui lui tient chaud, qui lui serre le cou parce qu'il revient de l'enterrement de sa mère. Il est encore très mal à l'aise et il voit cet arabe sur le sable. Il a la sensation que l'arabe met la main à un couteau. Il a l'impression, avec le reflet du soleil sur une lame de couteau, la peur, disons, tout ce qui s'ensuit. Il met la main dans sa poche et il sent dans sa poche le revolver. Il prend le revolver et il tire sur l'arabe. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il dit, c'est comme si j'avais tiré sur un sac de pommes de terre. À partir de ce moment-là, il dit, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Parce que quand il l'a fait, il n'a pas réalisé ce qu'il faisait. Il va être arrêté, il va refuser de se défendre, il va refuser de dire que l'arabe peut-être avait un couteau, l'avait menacé, etc. Il refuse de se défendre, il va aller en prison, il va être condamné à mort. Ce livre est écrit par Camus contre la peine de mort. D'accord? Il est donc condamné à mort parce qu'il a commis un crime. Et pendant sa rétention, il va parler, la personne qui va l'assister le plus et qui va l'aider à comprendre un petit peu cette vie, ça va être le prêtre qui viendra de temps en temps lui rendre visite, auquel il se confessera, auquel il parlera de sa vie et sortira de tout ça qu'il a toujours, en réalité, fait ce que les autres s'attendaient que lui fasse. Et là, c'est comme s'il était devenu fou. Il ne sait pas si ça a été la perte de sa mère, si ça a été la fatigue, ou si ça a été tout simplement une révolte de sa part. Mais il n'avait plus envie d'être celui que les autres désiraient comme ami, désiraient comme employé, désiraient comme fils, désiraient comme mari, d'accord? Et il assumera, il le dira, il assumera sa faute parce qu'il dit « j'ai commis un geste horrible, il est juste que je le paye ». Donc, il est très, dans ce sens, sartrien. Il ira jusqu'au bout, il assumera. Et il découvrira aussi pendant cette période de réflexion qu'il aura dans la prison qu'en réalité, il aimait vraiment sa fiancée. Il l'aimait vraiment. Mais il ne lui avait jamais été capable de lui dire « je t'aime ». Parce qu'il faisait les choses parce qu'on s'attendait ça de lui. Sa mère s'attendait qu'il se marie, sa fiancée voulait se marier. Et c'était, mais à force de faire ce que les autres voulaient, il n'écoutait plus ce qu'il faisait. Alors le titre, l'étranger, eh ben c'était ça. Il était étranger à lui-même. Il s'est retrouvé. C'est un très beau livre, hein, celui de Camus, l'étranger, très bien écrit, à part que Camus est vraiment écrit très bien, c'est intéressant. Bien. Alors, assumer malgré tout ce qui pourrait arriver. Quand je faisais ce genre de discours avec mes élèves, par exemple, je leur faisais voir quelque chose de plus gai, je leur faisais voir le film non mi viene più il titolo in francese, questo è gravissimo. Amicalement vôtre, non, c'est pas amicalement vôtre. Oddio.
quasi amici in italiano. En français, c'était Quasi amici, oui, oui. Oui, Amici, quasi amici. oui, en oui. français, c'était quoi le titre? Ah, je ne sais pas en français. Ah non, je ne sais pas. Non. Oh, Je l'ai vu, hein. oui, moi aussi, en français, Je l'ai je vu. l'ai vu. Des dizaines de fois avec mes élèves en plus. Oui. C'est vrai. Intouchable. Intouchable. Qui Hein? c'est qui m'a aidé? Moi, c'est moi. Elena. Eh, c'est moi. Ça me fait penser à lui, ça. Personne. Alors, intouchable. Intouchable, effectivement, c'est une leçon de ce genre de choses. Un homme qui a tout dans la vie, succès professionnel, l'argent et tout, et il a réellement existé. Oui, c'est Vous une savez histoire que c'est vraie. une histoire vraie. Et qui vit cet accident terrible qui va le réduire vraiment presque à être une plante. Ce qui reste très vivant, c'est sa tête, son cerveau. Et c'est ce qui est, et c'est probablement ce qui compte aussi le plus peut-être chez un homme, mais il est, et il apprendra à revivre. Quand Omar Sy le laissera, que Omar Sy lui avait donné envie de se reprendre, il va se laisser aller de nouveau jusqu'à ce que Omar Sy lui organise justement la rencontre avec une femme Oui. avec laquelle il avait ce rapport épistolaire. Mhm. Donc, il est vrai que des fois, il est très difficile. Et celui qui a inspiré le film Intouchable n'est pas le seul à se trouver dans des situations très, très difficiles. Et là, il me vient, par exemple, l'idée de quelque chose, d'un texte de Sartre, qui est Les mouches, les mosques. Les mosques. Mm. Hein? C'est une œuvre théâtrale, c'est une pièce de théâtre, où en réalité, le frère et la sœur qui se rebellent, Électre et Oreste se rebellent contre l'usurpateur du trône du père qui était Agamemnon, donc contre Égiste et Clytemnestre qui était leur mère mais qui est devenue la femme d'Égiste, et décident de les tuer. Lui tuera l'homme et elle tuera la mère. Les réactions immédiatement après sont exactement aux opposés. Elle va devenir comme folle, va se mettre à hurler « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et elle va finir recouverte par les mouches. Et les mouches, ça représente justement les remords. Et Sartre disait toujours que le remords est ce qui emprisonne l'homme. Il faut aller au-delà des remords. Les remords, et lui, par contre, Oreste, va sortir et affrontera la foule qui se rebelle contre celui qui leur a tué leur roi, et il leur dira qu'il sait ce qu'il a fait, il sait qu'il devra payer un prix pour ce qu'il a fait, et ce prix, c'est qu'il renonce au trône qui devait être le sien, parce qu'il aurait dû devenir le roi d'Argo. Et il dit, je renonce au trône, je vous donne la liberté. Gérez-vous tout seul, apprenez à vous gérer, vous y avez gagné ça. Aucune personne ne viendra à vouloir vous diriger. Moi, je vais devoir partir, comprendre, disons, méditer sur mon acte, mais il n'y a pas, disons, il est fort, effectivement, devant cette force de reconnaître son action, la foule se tait complètement et lui passera au milieu de la foule et personne n'osera le toucher.
Parce que lui est l'homme libre. Libre d'accepter et d'assumer son action. C'était pas avec vous que je vous avais cité un exemple de Sartre, de l'élève qui vient lui demander dans les années 43 à l'université, non? Non. Non. Pas moi. Non. Alors, Sartre enseignait à la Sorbonne pendant la guerre. Et en 1943, Sartre donnait cet exemple. Hein. En 1943, un élève s'approche de lui à la fin de la leçon et lui demande, professeur, j'ai besoin d'un conseil. Je vis à Paris avec ma mère. Nous sommes tous les deux parce que mon père est au front pour la guerre et mon frère a décidé de rejoindre le maquis, c'est-à-dire la résistance. Et moi, je suis seule et je me sens inutile pour mon pays. Mais j'ai peur de laisser ma mère complètement seule. Qu'est-ce que je dois faire? Renoncer à défendre mon pays ou aller rejoindre moi aussi la résistance et laisser ma mère seule? D'après vous, qu'est-ce que Sartre pourra lui avoir conseillé? De rejoindre la résistance? Non. Qu'est-ce qu'il lui a conseillé? De rester avec la mère. Avec sa mère. Non, parce qu'il est déjà en résistance. Il lui a dit, tous les choix sont valables. Ce qui les rend valables, c'est ta capacité de les assumer après les avoir exprimés. C'est-à-dire qu'il dit, si tu vas rejoindre la résistance et qu'il arrive quelque chose à ta mère, tu ne devras jamais t'en faire une faute. Peut-être qu'il serait arrivé la chose à ta mère. Tu devras dire, j'ai choisi de rejoindre la résistance et savoir qu'il pourra arriver quelque chose à ta mère. Mais ça ne devra pas être le seul moteur. Ton moteur, c'est celui de travailler pour libérer ton pays. Si tu restes, et ça c'est le plus simple, mais aussi le plus difficile, si tu restes avec ta mère, tu ne devras jamais dire ni à elle, ni à personne d'autre que tu as fait ça pour elle, que tu n'as pas rejoint la résistance pour elle. Okay. Parce que sinon, là, ton choix, tu perds ta liberté. Tu n'as pas assumé ton choix. Si tu restes avec ta mère, ça veut dire que tu veux rester avec ta mère. Mi stanno arrivando delle persone. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Si tu restes avec ta mère, tu dois absolument jamais reprocher à ta mère que tu es resté pour elle. Parce que tu es resté parce que tu croyais que c'était juste comme ça. C'était ton choix, ce n'était pas le sien. Oui. C'est un petit peu comme quand des parents qui mettent au monde un enfant et disent « Ah, pour toi, j'ai sacrifié. » Non. Pour les enfants, on a mis des enfants au monde, on sait que mettre un enfant au monde, ça voudra dire des fois ne pas avoir tout rose. Des fois, il y aura des moments difficiles, des combats, c'est normal. On ne doit jamais, c'est-à-dire assumer son choix veut dire l'assumer quoi qu'il arrive, continuer quoi qu'il arrive. Ça fait partie du choix. Seulement comme ça, l'homme reste libre, selon ça. D'où cette phrase. Alors, la phrase, qu'est-ce que vous me parlez un petit peu? Et Alberto qui voulait faire le malin qui dit j'ai choisi de ne pas choisir. Eh bien non, on choisit de ne pas choisir. Je n'ai pas fait de choix
Ça a été une phrase qu'un journaliste, un jour, à une interview à Sartre, lui dit, mais professeur, excusez-nous, mais si moi, je ne veux pas choisir, je refuse de choisir. Sartre lui a répondu, vous avez choisi de ne pas choisir. Et vous le portez derrière. C'est encore plus encombrant, hein, parce que ça veut dire se porter deux choses en même temps. Et souvent, l'impossibilité de gérer les deux pieds dans la même chaussure. Hein. OK, alors, qui veut exprimer un peu son opinion sur cette phrase? Je suis tout oui. Francesca Mandelli, Luigi Mandelli, Francesca Luigi, non lo so. Francesca, tu peux me dire quelque chose sur cette phrase? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Non, j'ai préparé, je ne suis préparée. Non, mais spontanément, pas un discours, 2-3 mots spontanés. Je parle de la perfection, non? De l'autre leçon, semaine passée. Non, moi je veux sur cette phrase. Sur cette phrase, dis-moi ce que tu penses de cette phrase sans avoir préparé. C'est pas un problème. C'est difficile. Je peux parler de la semaine passée sur la profession. Elle ne pas parler sur comment se fait une vie. Comment se fait une vie. Alberto, alors. Alors, Alberto, oui. Alors, je crois que j'ai été mal compris. Hein? C'est les risques des choix. Hein? J'ai cherché de ne pas répondre directement à la question parce que la question qui a été posée ici est un peu difficile. Est trop difficile pour moi. Non? Il y a quelques centaines d'années qu'on discute les philosophes Erasme de Rotterdam de ça, et je ne veux pas continuer avec ça parce que je ne suis pas au niveau mais j'ai répondu avec un paradoxe. D'accord. Le paradoxe, c'est que j'ai fait mon devoir disant que je ne peux pas faire le devoir. Non? Et alors que j'ai fait un choix, oui, avec la chose, j'ai décidé de faire la grammaire, le subordonné, tout ça, parce que j'étais paresseux et je ne voulais pas faire le devoir difficile. Et alors, j'étais... Hein? Alberto, c'est un choix. Il a fait le choix de ne pas faire le devoir. Non, oui, j'ai fait le choix de ne pas... mais ce choix, c'est ça mon devoir. Oui. C'est le choix. Maintenant, tu te l'assumes. C'est le paradoxe. Alors, je vous demande à vous, hein, est-ce que je suis paresseux ou pas? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui. Oui, je ne veux pas faire le devoir, alors des fois difficile alors je suis paresseux. Mais j'ai fait le devoir parce que j'ai fait cette phrase que je vais choisir, j'ai choisi ça. Alors, j'ai fait le devoir. J'ai fait le devoir sur la grammaire. J'ai fait le paradoxe aussi. Alors, trop de choses. Alors, je ne suis pas paresseux. Trop de choses. Hein? Je chercherai quelque chose de plus facile la prochaine fois. Laurie, tu veux dire quelque chose, toi? Alors, je voudrais dire quelque chose. Alors, les circonstances et le hasard dans la vie,
ont leur part, non? Sont importants. Absolument. Alors, je raconterai une petite chose. Alors, j'avais un ami qui s'appelait Marco et il m'a présenté Alberto, non? Et Pourquoi? C'est une drôle de responsabilité, hein? Et puis, Alberto a présenté à Marco la jeune femme qu'il a depuis mariée, non? Alors, c'est le hasard. c'est le hasard, non? C'est le hasard, mais quand on présente, c'est quand même une décision. Oui, Moi, je ne présente pas quelqu'un comme ça. Oui. Si je présente, il y a derrière une décision. Il y a quand même de la décision. Oui. Et puis, bien sûr, mais la part du hasard existe toujours. Toujours. On ne peut pas... Ça serait trop facile sinon. Simona, qu'est-ce que tu en penses, toi? Simona, le micro. Oui, aujourd'hui, je ne me sens pas. Je voudrais seulement écouter. Ok. Cioè, Ok. Ho avuto un grande successone con questa frase. Francesca. C'est une phrase trop difficile. Ah oui. Oui, je trouvais aussi ce devoir très difficile. Je pensais peut-être 3 jours et j'ai écrit quelques phrases, mais j'ai pensé tout de suite à 2 films, c'est-à-dire Sliding Door, du réalisateur Peter Howitt, et un autre film, La double vie de Véronique de Kielowski. Je ne sais pas si le titre en français, c'est le même. C'est la double vie, oui. Et je pense que les réalisateurs ont exprimé leur avis mieux que moi. Je pense que Simone de Beauvoir, c'est un grand personnage, mais pour moi, c'est difficile de voir la vie comme un puzzle qui est fait de nécessités, hasard, circonstances, choix, initiatives, etc. Peut-être tu sais que j'aime beaucoup le psychiatre Carl Gustav Jung et je pense que la vie d'un homme, c'est la réalisation de... je ne sais pas comment on dit en français. En italien, c'est il processo di individuazione. Le processus d'individuation, de l'individu. De l'individu. De devenir un individu. C'est la possibilité de réaliser complètement de tout sa vie. Et c'est très difficile Ce qu'elle dit, justement, elle dit que nous sommes des individus, mais nous sommes des individus qui faisons partie d'une société. Et sur nous jouent les autres, joue même la nature, joue même les animaux, tout joue autour de nous. Tout a une influence sur nous, non? Et donc,
on se trouve souvent à devoir faire des choses qui peuvent heurter quelques angles, heurter quelques trucs, hein, quelques personnes. Mais il faut le prendre. Il faut le prendre. Et Sliding Doors est très bien pour ça. Parce que effectivement, l'important c'est, disons pour une comme Simone de Beauvoir, c'est-à-dire qui sort pas de l'école existentialiste, c'est celle de ne pas se donner de remords. Comprendre, c'est-à-dire, je fais une chose, je l'ai fait, je l'ai choisi, je l'ai voulu, et je me l'assume jusqu'au bout. Comme quand on se marie, pour le bien et pour le mal. D'accord? Et la vie, c'est un peu ça. Pour le bien et pour le mal. C'est ça qu'elle dit en réalité, cette phrase. Hein? Evelina, je crois que tu as peur. Ah oui, d'accord. Ok. Ciao a tutti. Ciao, ciao Evelina. Ciao. Ciao. Alors, quelqu'un veut me donner